Bienvenue à tous. Donc, les thèmes de cette masterclass sont plusieurs. Il y a à la fois le statut d'artiste, il y a le statut social, il y a la question des droits d'auteur en matière audiovisuelle sur Internet, il y a la question des relations avec les producteurs, des clauses des contrats de production. Et en premier lieu, nous allons prendre connaissance des résultats d'une étude qui a été faite par la SCAM et par Renaud Mas, donc, qui est enseignant à l'Université Saint-Louis, sur, vous voyez ce qui est écrit là, les auteurs de documentaires aujourd'hui. Alors, je vous dis tout de suite que comment est-ce qu'on dit ça ? Les actes de cette masterclass seront en ligne sur le site des Amis de ma mère dans quelques temps, le temps de les rassembler, de les rédiger. Tous ceux qui se sont inscrits pour participer à cette masterclass recevront une information qui leur permettra d'avoir accès à ces actes. Et si vous n'êtes pas inscrit, à la sortie, vous pouvez vous inscrire auprès de Diana de Cropp qui sera là pour donner vos coordonnées. Et je vous disais déjà que dans les prochains mois, il y aura encore une masterclass organisée par les Amis de ma mère, toujours sur ces questions qui sont en évolution permanente. Alors, je cède la parole maintenant à Paula Steven, qui est la présidente du comité belge de la SCAM, et qui va nous présenter donc cette étude. Après ça, nous aurons une intervention de Romain Leloup, qui est un avocat spécialisé en droit social des artistes, sur le statut de l'artiste. Et puis, François Stassens de la SABAM parlera du droit d'auteur sur Internet. Et finalement, Sophie Marchal, qui est juriste à la SCAM, nous entretiendra des relations entre les auteurs, les producteurs, les contrats, etc., etc. Je cède tout de suite la parole à Paula Steven pour une petite présentation. Merci. Oui, en fait, donc moi, je vais vous parler 1 minute parce que je pense que le plus important, c'est les chiffres que vous allez découvrir. Donc, je suis la présidente du comité belge de la SCAM. La SCAM, c'est une société privée dont l'économie dépend des droits d'auteur. Et c'est une société qui a un CA composé d'auteurs et d'autrices. Voilà, donc au comité belge, où nous sommes 12 élus, les auteurs de documentaires se posaient beaucoup la question de l'économie actuelle du documentaire, des difficultés de financer les films, du manque de financement pour les repérages. Puis on est évidemment les premiers avertis et les premiers à partager sur les difficultés matérielles vraiment de notre travail. Il y avait aussi la nouvelle difficulté d'accès pour les jeunes au statut d'artiste. Donc, on s'est dit qu'on voulait faire une étude. Et on a commencé un peu naïvement, enfin, comme des auteurs peuvent le faire, et donc avec un questionnaire assez énorme qu'on a demandé à tous nos membres de remplir. Et puis, j'ai fait des entretiens avec 10 auteurs que vous retrouvez dans l'étude documentaire qui est là. Et armée de tout ça, j'ai été voir Renaud Mas, qui est non pas professeur en sciences du travail, mais docteur en sciences du travail. Docteur, c'est un mot important parce qu'un docteur, c'est quelqu'un qui fait un diagnostic et qui après peut nous donner en tout cas des pistes pour des remèdes. Donc voilà, je suis allée voir Renaud qui, face aux résultats qu'il voyait, n'a rien compris, quoi. Vraiment rien. Il se disait, mais c'est quoi ces gens ? C'est pas un métier, c'est pas une profession en tout cas. C'est peut-être un travail, mais pas une profession. Et donc, j'ai dû lui expliquer un petit peu que si, pourtant, c'était un métier avec une économie. Je pense que notre difficulté, c'est qu'en tout cas, individuellement, on se place toujours dans l'économie du film à faire et jamais dans notre salaire. C'est pas la préoccupation première des auteurs et des autrices. Il y a toujours le désir de faire le film. Et on participe d'une économie collective qui est celle des producteurs, des techniciens. Et notre but, c'est que le film soit fait. Donc voilà, j'ai expliqué ça à Renaud. Ensuite, on a fait une enquête téléphonique qu'il vous commentera. Et je vous laisse tout de suite aux chiffres parce que je pense que le diagnostic, c'est ce qui est le plus important. Voilà, merci Paola.
Donc, moi, évidemment, pour celles et ceux qui, dans la salle, sont prêts à se lancer, je risque d'être le plus déprimant des docteurs que vous ayez jamais rencontré. Donc, toutes mes excuses déjà. Après, on parlera de comment on peut s'en sortir, hein. Et toutes mes excuses aussi parce que je viens de remarquer que j'ai laissé la même faute horrible depuis les 3 fois que je présente ce type de PowerPoint. J'ai gardé auteure, alors que c'est évidemment autrice. Donc voilà, veuillez m'en excuser également. Paola vous a expliqué les différentes phases du déroulement de l'enquête. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que, évidemment, une chose qui, moi, m'a effrayé, c'était de voir que j'étais confronté à plus de 85 questions qui avaient été remplies par des gens sur un formulaire absolument d'une complexité absolument hallucinante. On n'aurait jamais fait ça si on avait suivi les règles des sociologues. Mais ce qui était génial, c'est que les répondants avaient pris le temps de répondre, mais vraiment patiemment à tout, et même de montrer à quel point certaines questions, en fait, ne correspondaient pas à leur réalité. Donc, ils avaient critiqué le formulaire. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare, hein. D'habitude, les gens, ils répondent pas quand le formulaire est inadéquat. Ils s'arrêtent, ils répondent pas, mais ils prennent pas le temps d'expliquer pourquoi. Et donc, ce qui m'a intéressé d'emblée, rien qu'au dépouillement du formulaire, c'est de me dire qu'il y avait quelque chose qui devait être dit, quoi. Que des gens passent plus de 2 heures, parce que pour tout remplir, il fallait au minimum 2 heures, pour commenter de manière excessivement précise les items, c'est qu'il y avait quelque chose, et c'est ce quelque chose, c'est le diagnostic sur ce quelque chose qui, moi, m'a vraiment passionné. Alors, traditionnellement, quand on approche un métier en sociaux, on distingue 3 dimensions, hein. Il y a les activités pratiques, il y a la vocation, les finalités du travail, et puis il y a l'organisation en corporation. Et alors, c'est amusant parce qu'ici, ce que notre enquête montre, c'est qu'on a vraiment une identité professionnelle qui existe, mais qui est liée essentiellement à l'activité de réalisation elle-même, c'est-à-dire aux tâches qui sont faites, des trucs très concrets, et les finalités, je veux dire, notamment les enjeux de transmission, de partage d'infos, quelque chose qui est très très fort, qui est très porté. Mais par contre, on n'a pas du tout, mais pas du tout, de dimension corporatiste chez les auteurs documentaires. Il y a même, on peut pousser le bouchon un peu plus loin, une espèce d'individualisme qui est surtout lié à une impression d'isolement. Alors là, je vous ai mis quelques verbatims des entretiens téléphoniques qu'on a menés. Et voilà ce que, en gros, tout le monde nous a dit. Vous savez, moi, je ne suis pas vraiment représentatif. J'ai sans doute une pratique particulière. Mon cas est exceptionnel. Je ne pense pas être dans la situation classique. Et donc, comme tout le monde est exceptionnel à une pratique particulière et certainement pas dans une situation classique, on peut en conclure sans doute que, en fait, les gens sont plutôt représentatifs et ont bien une problématique commune. Ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont isolés, par contre. Alors, du coup, on a fait un truc un peu idiot. On a demandé aux gens de se positionner sur le fait que est-ce que vous êtes plutôt des artisans, plutôt des artistes et plutôt des chercheurs. Alors cette triade-là, c'est une vieille triade qui vient d'enquête sur les intellectuels et les artistes. C'est un truc qui est juste un prétexte pour amener les gens à discuter de ce qu'ils font. Et donc c'est idiot, hein, comme question, j'en suis tout à fait conscient. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'immédiatement, en fait, ce qui est ressorti, c'est une énorme méfiance par rapport à l'étiquette artiste. Donc, les auteurs documentaires ne veulent pas se définir comme artistes, notamment parce qu'il y a une volonté tout à fait explicite de ne pas se distinguer. Finalement, ils se définissent surtout par rapport à la production, par rapport au travail, mais pas du tout par rapport à quelque chose qui serait de l'ordre du prestige, avec une insistance mais systématique sur tout ce qui est aspect pratique du job, sur tous les éléments vraiment très très techniques, le bricolage, les techniques de prise de vue, avec vraiment des choses qui sont hyper concrètes et qui les intéressent beaucoup plus que de réfléchir dans l'absolu à des enjeux plus transversaux, à une exception près, qui est la question de la transmission de savoir. Alors là aussi, je vous ai mis quelques verbatims.
Je suis un bricoleur, je fais des choses. Il y a évidemment des savoirs techniques, je suis un technicien du savoir pratique, je suis peut-être un observateur, un passeur, je suis une éponge de ce qui se passe dans la société. Alors c'est intéressant parce que c'est un élément qui revient tout le temps, cette idée qu'il y a à la fois la maîtrise de plein d'enjeux techniques, pratiques, qui distinguent du coup un petit peu la chose d'un art qui serait déconnecté. Et puis aussi, en même temps, l'idée qu'il y a toute une phase qui est essentielle, qui est une phase de latence, une phase de documentation, d'imprégnation d'un terrain, d'imprégnation d'une réalité, et qui est en fait finalement jamais vraiment prise en compte lorsqu'on va raconter après comment on a fait le film. Alors, ce qui est amusant par rapport à ça, évidemment, c'est que ce qu'on va creuser ensuite, c'est, dans le fond, puisque chacun se dit un peu particulier, mais qu'on voit qu'il y a quand même des trucs très structurants et des éléments où les éléments techniques, les savoirs techniques sont importants. Mais est-ce que finalement il y a un diplôme standard, une filière standard qui permet voilà, de prédire qu'on sera un auteur documentaire typique? Et puis évidemment, lorsqu'on regarde les parcours, il n'y a pas de parcours type. Il y a une diversité incroyable de diplômes et une diversité de parcours complètement impressionnante. Et évidemment, cette diversité de parcours fait que c'est très difficile de se constituer en corporation. C'est facile pour un médecin de s'organiser en corporation parce que tous les médecins ont le même type de diplôme, sont passés par le même type de parcours. Et donc, eux, ils arrivent à s'organiser en groupe pour des auteurs documentaires qui sont chacun dans des trajectoires très particulières. Mais du coup, on n'a pas ces effets de corporation. Alors, ce qui est un point commun supplémentaire, c'est que dans de très rares cas, la réalisation documentaire suffit à survivre, mais dans la grande majorité des cas, mais effectivement, il y a des éléments complémentaires pour s'en sortir, et on va évidemment approfondir ça. Alors, ça, c'est la question que j'ai posée lorsque Paola m'a montré le résultat des questionnaires la première fois. C'est, mais en fait, est-ce que ces gens, ils travaillent vraiment? Est-ce que finalement, c'est pas tous des rentiers, quoi? Parce que comment est-ce qu'ils peuvent survivre? Alors, on a fait un petit calcul, en fait, où j'ai repris les rémunérations déclarées par les auteurs, et puis j'ai essayé de transférer ça dans un équivalent de ce que serait un salaire, mais théorique, mythique, si ils travaillaient comme des employés. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que l'équivalent salaire, ce serait un salaire net de 300 € par mois. Ça correspond effectivement à une rémunération qu'aurait un auteur documentaire qui travaillerait sur un film s'il était employé. Évidemment, aucun ne le sont vraiment. Donc, ça permet d'avoir une idée en fait du niveau de rémunération et ça permet de montrer qu'en fait, effectivement, vivre de cette activité est sans doute parfaitement impossible. Ce qui est en fait l'explication derrière ce chiffre, c'est qu'il y a une très très faible prise en compte du temps réellement presté dans l'obtention de financement. Et donc, ce qui est cette phase qui est très importante dans la définition de son identité professionnelle, qui est cette phase d'imprégnation, par exemple, c'est quelque chose qui est complètement absent finalement des demandes de subsides, de ce qui est pris en compte dans les demandes de subsides. C'est quelque chose qui est même finalement pas pris en compte par les auteurs eux-mêmes. Donc il faut qu'on parle avec eux en leur demandant, mais tiens, comment s'organise le process par lequel vous finissez à la fin un film? Il faut vraiment qu'on redébobine. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, il y a cette phase qui prend énormément de temps de pré-recherche, de pré-test, et qui est vraiment complètement enlevée. L'autre phase qui est complètement omise la plupart du temps, c'est tout ce qui est la promotion du film une fois qu'on a l'objet du film. Ça, c'est aussi quelque chose qui, du coup, si on l'intègre, explique la chute comme ça des rémunérations. Alors, pourquoi est-ce qu'ils restent quand même là-dedans? Parce que la plupart d'entre eux voient la réalisation comme un privilège. Et tous nous expliquent que finalement, les sacrifices qu'ils consentent
sont quelque part les règles du métier. C'est inéluctable, c'est comme ça qu'on est un auteur documentaire. Ils ont même une tendance naturelle à dire que finalement, ils ne peuvent pas se plaindre. Parce que eux, finalement, ils ont quand même des films. Et donc, ils vont atténuer leur critique par rapport au fonctionnement du système en disant qu'eux sont quand même, en fait, finalement des privilégiés, même si, en fait, ils gagnent 300 € par mois pour un travail sur un film. Alors, juste pour vous donner un peu une idée par les chiffres, on a posé cette question, il y avait cet item dans le questionnaire en ligne, c'est voilà, mon producteur tient compte du travail que j'ai effectué pour le développement du projet et me rémunère en fonction. Et puis on a demandé un degré d'adhésion sur une échelle, comme on fait souvent. Alors, sont tout à fait d'accord. Voilà. Sont plutôt d'accord, 28% des interrogés, ont un avis partagé, 20%, sont plutôt pas d'accord, 8%, et puis vous vous doutez de la fin, sont pas du tout d'accord, 44%. Et donc on arrive quand même à des scores qui sont assez impressionnants, où il y a une espèce de consensus commun pour dire qu'il n'y a finalement pas vraiment de bonne prise en compte par les producteurs du travail effectué. Mais alors, ce qui est amusant, c'est d'aller regarder qui sont les gens plutôt d'accord, pardon. Et en fait, dans le tas, il y a évidemment toute une série d'auteurs-producteurs qui trouvent que eux-mêmes, en tant que producteurs, tiennent bien compte du temps que eux passent en tant qu'auteurs. Donc, si on les discrimine, cette proportion finit par fondre complètement. Alors, ce qui est intéressant, c'est du coup, ça met en évidence le fait qu'il y a des mécanismes d'auto-entreprise. Mais ces mécanismes d'auto-entreprise, on les rencontre même lorsqu'il y a des liens contractuels avec un producteur ou avec un diffuseur. En pratique, ce que la plupart des auteurs soulignent, c'est l'obligation de monter des dossiers, de promouvoir, d'aider à la diffusion des films. Et ce qu'une majorité d'entre eux nous pointaient aussi, c'est que finalement, en fait, les festivals, les prix et les demandes de financement finissent par leur coûter plus proportionnellement que ce que ça leur rapporte. Le temps pris pour établir les demandes de financement, pour participer au festival, le fait que parfois ils doivent payer eux-mêmes en plus une partie des coûts, tout cela finit par en fait leur prendre, leur coûter et pas leur rapporter. Alors il faut insister là-dessus. Tous pointent, donc c'est une unanimité, la complexité de la négociation avec les diffuseurs, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Alors, juste un verbatim qui est toujours intéressant parce qu'il cristallise un peu la difficulté. Il y a là un problème de synchronisation, de concertation, de dialogue entre les décisionnaires de programmation dans les télévisions, les petits producteurs indépendants. Ces décisionnaires programment en fonction de leur grille, des cases disponibles, de leurs critères. Et je constate qu'il y a de moins en moins de cases disponibles pour le documentaire de création de long métrage, alors que celui-ci intéresse de plus en plus le grand public. Et ça, c'est quelque chose qui revient aussi énormément dans le discours des auteurs documentaires, c'est de pointer qu'il y a une demande du public, qu'il y a des contacts excellents lors de festivals comme celui-ci. Et puis, il y a une espèce de déconnexion des diffuseurs traditionnels. Et évidemment, la RTBF est pointée en particulier du doigt. Alors, moi, évidemment, une chose qui m'intéresse, c'est d'interroger aussi le sentiment de reconnaissance des auteurs. Et donc, je leur posais la question de savoir comment est-ce que vous vous sentez reconnu, à quel degré vous avez l'impression qu'il y a une reconnaissance dans différentes dimensions. Et la première chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, ils pointent tous la faible connaissance des réalités du métier par les diffuseurs et par les pouvoirs publics. Ce qui explique d'ailleurs le fait qu'ils ont ce besoin de compléter très attentivement les petites cases de champ de commentaires d'un questionnaire pour pouvoir expliquer les réalités du métier. L'autre élément qui revient, c'est vraiment une absence de reconnaissance symbolique, notamment liée à des questions de place du documentaire dans les grilles des télévisions, et en particulier de la RTBF, qui reste vraiment un média de référence pour la plupart d'entre eux. Et un autre élément qui revient dans la plupart des témoignages, c'est un syndrome d'éternel débutant. C'est-à-dire qu'en fait, même des auteurs documentaires extrêmement confirmés,
sont chaque fois traités, à chaque fois qu'ils sont dans une négociation ou qu'ils introduisent une demande pour un nouveau projet, sont chaque fois traités comme s'ils revenaient à une case de départ, comme s'ils sortaient de l'école. Il n'y a pas d'effet réel de confirmation par une forme d'expertise acquise avec l'âge. Et ça, c'est quelque chose qui est pointé de manière assez unanime et qui, moi, m'a plutôt surpris, évidemment. Et évidemment, ils pointent une faible reconnaissance financière, même si, en fait, ils ne se rendent pas compte du niveau auquel ils sont réellement peu reconnus, et que lorsqu'on a partagé dans les premières assemblées générales de la SCAM les résultats de l'enquête, les gens ouvraient des yeux comme des soucoupes, et puis ils nous disaient « Ah ben oui, en fait, effectivement, tout compte fait, je ne gagne que ça ». Alors, un autre élément qui revient énormément, c'est la question du rapport au chômage et du rapport à l'ONEM, et ça, on va évidemment en reparler. Ce qui est intéressant, c'est vraiment que rien que le fait déjà qu'il y a un renvoi assez systématique vers le chômage est quelque chose qui est mal vécu. Bon, voilà, je ne supporte pas l'idée que l'État me considère au chômage, je ne supporte pas l'idée que ce que je fais ne puisse pas être reconnu, que je me sens dans la magouille constante, puisqu'il y a évidemment toujours cet enjeu de savoir comment est-ce qu'on émarge au chômage lorsqu'on touche des droits d'auteur. Les commissions savent très bien que sans argent, je ferai mes films. Je ne suis pas un cas isolé. Peu de réalisateurs vivent de leur pratique et c'est cela qu'il faut, je pense, changer parce que ça déstructure le travail. J'ai envie de dire que si la culture tient en Belgique, c'est parce qu'il y a l'ONEM et il y a évidemment de moins en moins l'ONEM. Alors, au niveau des aides publiques, je vais accélérer un peu pour finir. Elles paraissent complètement indispensables et tous pointent qu'elles sont organisées sur un mode de planification bureaucratique avec des éléments de contrôle définis en amont de la réalisation et qui ne tiennent pas compte du fait que la réalisation documentaire est soumise à plein d'aléas. Notamment, c'est pas aussi facile de scripter un documentaire que pour un film, une fiction. Alors, arrive forcément en aval d'un travail qui est donc non rémunéré, de montage du dossier, et donc d'écriture et de repérage. Alors, juste pour vous faire rire encore un coup, les aides proposées en Belgique sont appropriées aux besoins de la création documentaire. Vous voyez qu'il y avait peu d'accords importants, plutôt d'accords 8%, avis partagé 34%, et puis, bon, ben voilà, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord. Vous voyez que là, c'est très clair. Alors, un élément qui vient énormément, c'est vraiment la lourdeur bureaucratique. Donc là, je vous ai mis quelques verbatims. Je suis une machine de dossier. Quand tu m'as demandé comment tu veux te présenter, parfois j'aurais pu dire je suis dossiériste. Je ne suis pas cinéaste, je suis dossiériste. Si on vire ce travail-là, on est dans une logique de dossier l'un après l'autre. Parfois 70% de mon temps, je suis sur les dossiers. Dans ce cas-là, je me dis mais quand est-ce que je fais en fait tout ce que je décris, quand est-ce que je vais le faire ? Même chose, autre témoignage, même discours, hein, savoir faire des dossiers presque aussi beaux qu'une campagne pour yaourt. Alors, quelques pistes de conclusion. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une identité métier qui en fait est très forte chez les auteurs documentaires et qui est ancrée à la fois dans les savoirs techniques et dans la mission vis-à-vis du public, beaucoup plus que dans un élément qui serait transcendant. Et c'est un métier de passionné, jusque dans le temps pris pour parler du métier, hein, puisque cette enquête, c'est la première enquête où j'ai autant de taux de réponse et où c'est aussi facile d'interroger les gens. Et cette passion, en fait, les amène à consentir des sacrifices absolument délirants. C'est aussi un métier en évolution, avec notamment l'émergence des webdocus, mais qui n'empêche pas qu'en fait, il y a toujours une grande dépendance par rapport aux grands diffuseurs historiques qui restent absolument prépondérants dans leur impact sur le métier. Alors, il souffre aussi de la reconfiguration des structures institutionnelles et notamment des mécanismes de renvoi entre les différentes entités en Belgique. On peut se poser aussi la question de savoir si c'est un métier en déclin. En tout cas, il y a une adaptation croissante du statut d'artiste qui est vraiment de plus en plus fragilisée, qui est pointée unanimement. La faiblesse des aides publiques dont les auteurs souffrent, évidemment, et une évolution des structures de diffusion qui est vraiment, à leur estime, inquiétante. Alors voilà, ceci conclut un peu un diagnostic, vous l'aurez compris, pas très joyeux, mais évidemment, ça vaut la peine de voir un échange sur comment on peut s'en sortir.
Merci beaucoup. On va passer tout de suite à Romain Leloup, qui va entrer dans le vif du sujet, puisqu'on vient de dire dans l'exposé que Renaud Mas nous a fait qu'une des grosses préoccupations des personnes qui étaient interrogées, c'était justement l'évolution du statut d'artiste. Et lui qui est avocat spécialisé dans cette question et dans la question du statut social des artistes, il va nous faire part de son expérience et justement de ses difficultés. Merci. Je vous donne. Merci. C'est évidemment très difficile de vous brosser un portrait complet de ce qu'est le statut d'artiste en Belgique en 20 minutes. Mon exposé le plus ramassé fait généralement 1 heure. Et donc, j'ai dû procéder à des choix. J'ai dû procéder à des choix dans cet exposé. Et donc, j'ai décidé de limiter cet exposé au statut d'artiste dans son acceptation courante, qui est le statut d'artiste au chômage. Et donc, je ne vais pas aborder ici les indépendants, les questions de contrat un bis et de commission artiste, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, aussi les notions de visa artiste et de carte artiste et de RPI. Donc tout ça, c'est des choses, si vous avez des questions sur ces points en particulier, je vous propose de les garder pour plus tard, parce que je ne vais pas les aborder ici dans le cadre de mon exposé. Alors, et ça a été assez bien décrit par Renaud Mas juste avant moi, la réalité sociale des travailleurs artistiques, que ce soit les artistes, les techniciens du secteur artistique, est particulièrement dans l'audiovisuel, est assez mal appréhendée par la réglementation et la législation sociale en Belgique. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'éléments qui font que ce sont des travailleurs à part dans un système qui considère encore, parce qu'on a un système de réglementation et de législation sociale qui est fondé sur une idée de plein emploi avec des gens qui ont une carrière plane à temps plein sur une carrière complète et qui peuvent émarger au chômage quand ils ont un accident de carrière, le temps qu'ils retrouvent un nouveau travail. Évidemment, pour les travailleurs du secteur artistique, on est dans quelque chose de totalement différent. Ce sont des gens qui travaillent avec des projets sur le long terme. Ils ont toujours 2-3 projets d'avance. Ils ont des financements qui sont extrêmement épars et aléatoires, qui dépendent de commissions, de production, de toute une série d'éléments qui ne leur assurent pas la possibilité de vivre dans le cours de leur conception de film. Ce sont des gens qui travaillent dans des périodes de rush où ils vont être extrêmement sollicités et puis des périodes où ils vont être plus dans la réflexion et dans l'imagination de ce qu'ils pourraient faire. Souvent, ce sont des travailleurs qui ont une situation qui est combinée à d'autres situations, ce qui complexifie l'analyse qu'on peut en faire, puisqu'ils vont être tantôt professeurs, qui est un statut encore particulier, tantôt ils vont avoir un travail alimentaire dans le cadre d'un contrat salarié. Et ce sont des gens qui, pour complexifier encore la situation, touchent des revenus qui sont des revenus qui se déclarent de manière différente. Des droits d'auteur, des salaires de temps en temps, du RPI, qui sont toutes des choses qui ne se mettent pas dans la même case dans la déclaration fiscale, et donc ça complexifie le nombre de règles qui s'appliquent à eux. Et enfin, plus pragmatiquement, ce sont des travailleurs. Moi, j'avais une cliente qui me disait « Je travaille tout le temps, je suis employé de temps en temps », parce qu'en réalité, il y a un travail qui se fait systématiquement tous les jours, mais les périodes d'emploi réelles sont relativement limitées et sont fictives. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quand vous avez un contrat de travail de 2 semaines pour la réalisation d'un documentaire, il est impossible que vous ayez réalisé votre documentaire en 2 semaines. Ça a demandé des mois de préparation, ça a demandé la constitution d'un dossier, et donc c'est beaucoup plus large que ces 2 semaines-là. Donc on est toujours dans le bricolage et la recherche de la solution la moins pire par rapport à la situation sociale, et tout cela combiné à la question qui est la question existentielle principale que se posent tous les travailleurs de ce secteur, c'est comment est-ce que je vais payer mes factures à la fin du mois. On l'a vu, avec 300 € par mois, on ne peut pas vivre décemment et dignement. Et donc, on est obligé de faire rentrer toutes
tous ces paramètres dans des cases qui n'en sont pas vraiment. Et l'idée qui sous-tend en fait le statut de l'artiste en Belgique, c'est comment protéger au mieux l'artiste et comment lui offrir une protection sociale efficace. On a choisi en Belgique de placer l'artiste dans un système de protection sociale qui lui assure un revenu permanent. C'est ce qu'on appelle le statut d'artiste au chômage. Donc le statut d'artiste en tant que tel n'existe pas en Belgique. Il n'y a pas de statut complet qui permet de dire, voilà, une fois que je suis artiste, j'ai un label et je bénéficie de certaines choses. Non, non. Le statut d'artiste, c'est un statut d'artiste au chômage. Et donc, l'artiste est systématiquement dans une situation de chômeur. Et c'est la colonne vertébrale de sa protection sociale, c'est le chômage. Et par là, il est soumis à l'ensemble des obligations du chômage, que ce soit le dépôt d'une carte, que ce soit l'obligation de ne pas travailler, c'est toujours particulier pour les artistes, mais ils ont l'obligation de ne pas travailler pour percevoir des allocations de chômage. Et enfin, ils sont aussi soumis à un contrôle de comportement actif de recherche d'emploi, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils doivent en plus de ça prouver qu'ils recherchent du travail. Alors, à côté de cette colonne vertébrale, il existe quand même quelques règles dans la réglementation chômage qui sont applicables à la réalité des artistes. Il y en a 5. Je vais les énumérer ici, mais je ne vais pas toutes les exposer avec vous. Je vais en exposer que 2, qui sont les 5 règles suivantes. La règle du cachet, qui est une règle d'accès aux allocations de chômage. La règle du bûcheron, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est une règle de protection de l'intermittent, c'est-à-dire que vous ne subissez pas par cette règle-là la dégressivité classique des allocations de chômage. Une règle de carence qui ampute vos revenus, ou en tout cas qui ampute vos allocations de chômage des revenus que vous percevez. C'est-à-dire que si vous percevez certains types de revenus, eh bien, vous ne recevrez plus après ça d'allocations de chômage pendant un nombre de jours déterminé. La règle de cumul entre les allocations de chômage et les droits d'auteur, puisqu'il existe une limitation du montant de droits d'auteur qui peuvent être perçus cumulativement avec des allocations de chômage. Et enfin, une règle particulière relative à la notion d'emploi convenable pour les artistes dans le cadre du contrôle du comportement de recherche actif d'emploi. Ici, je ne vais aborder avec vous que 2 règles en particulier, qui sont la règle du cachet et la règle du cumul avec les droits d'auteur. Pourquoi ces 2-là ? Parce que ce sont, à mon sens, des règles qui sont extrêmement compliquées et qui, en plus de ça, sont transversales à l'activité des auteurs de documentaires, en tout cas dans le secteur audiovisuel de manière globale. Alors la première, c'est la règle du cachet. La règle du cachet, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité de convertir certaines rémunérations en journées de travail. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'en matière d'allocation de chômage, pour accéder aux allocations de chômage, il faut justifier d'un certain nombre de jours de travail au cours d'une période déterminée qui dépend de l'âge que vous avez. Exemple, vous avez moins de 36 ans, vous allez devoir justifier 312 jours de travail sur une période de 21 mois pour pouvoir accéder aux allocations de chômage. C'est-à-dire que le jour où vous faites votre demande de chômage, on va regarder ce que vous avez fait dans les 21 mois qui précèdent. Si vous avez cotisé au secteur chômage par le biais d'un contrat de travail pendant 312 jours, eh bien, vous aurez droit aux allocations de chômage. Le problème, c'est que 312 jours, ça représente 1 an de travail sur un peu moins de 2 ans, une période d'un peu moins de 2 ans. Ce qui est quasiment impossible à obtenir pour les artistes du fait de l'intermittence de leur contrat. Et donc, on a mis en place cette possibilité de convertir certains revenus en journées de travail. Exemple classique, vous êtes guitariste, vous travaillez un soir et vous êtes payé 613 €. 613 € pour jouer une soirée dans un concert. Eh bien, cette rémunération va pouvoir être divisée selon un coefficient qui est indexé chaque année. C'est pour ça que j'ai dit 613 €, c'est parce que le coefficient en 2019 est de 61,3. Et donc, vous allez diviser la rémunération perçue par ce coefficient. 613 divisé par 61,3, ça fait 10. Et donc, vous allez pouvoir valoriser dans le cadre de votre accès aux allocations de chômage 10 jours, alors qu'en réalité, vous n'avez presté qu'une seule soirée pour ce concert. Ça s'applique à 2 conditions. La première, c'est le fait d'effectuer des activités artistiques.
Alors, c'est intéressant, dans la réglementation chômage, on ne définit pas qui est artiste, on définit uniquement l'artiste par le biais de l'activité qu'il exerce, mais je ne vais pas rentrer dans la définition. Grosso modo, il faut effectuer une activité artistique. Et deuxième condition, c'est il faut que cette activité artistique soit rémunérée au cachet. Qu'est-ce qu'on appelle une rémunération à la tâche ou une rémunération au cachet? C'est une rémunération qui est perçue par un travailleur lorsqu'il n'y a pas de lien direct entre le nombre d'heures qu'il effectue et le salaire qu'il perçoit. Vous êtes présent sur un plateau, vous êtes présent 2 heures, 5 heures, 7 heures sur la journée, peu importe, vous serez payé forfaitairement 150 € pour la journée. Ça, c'est ce qu'on appelle une rémunération au cachet. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur cette notion de rémunération au cachet? Parce que, de nouveau, cette histoire où tout le monde est exceptionnel, tout le monde est dans une situation particulière, eh bien ici, on est de nouveau dans une situation particulière. Cette notion de rémunération au cachet, elle est propre à la réglementation au chômage. Elle est en contradiction complète avec l'ensemble des obligations sociales qui incombent à un employeur en Belgique, puisque en Belgique, il est interdit d'employer quelqu'un sans lui donner un horaire de travail. Or, la notion de rémunération au cachet, elle est en contradiction totale avec cette idée qu'il faut absolument donner un horaire de travail à quelqu'un. Si vous donnez un horaire de travail et une rémunération à quelqu'un, vous pouvez faire un lien entre son horaire de travail, enfin entre la rémunération qu'il perçoit et le nombre d'heures qu'il effectue. Eh bien, en chômage, on a dit que pour les artistes, il existait cette notion de rémunération à la tâche. Je trouve que c'est assez particulier, assez révélateur du fait qu'il a fallu quelque part adapter la réglementation chômage à la situation des artistes, alors que l'ensemble des lois, puisqu'on parle ici de contradiction avec des lois, montre qu'il est impossible. C'est une notion qui, techniquement, est illégale, mais qui n'a jamais été contestée. Pourquoi? Parce qu'elle répond à une certaine réalité. En tout cas, personne n'a mis en cause encore jusqu'à présent la légalité de cette notion de rémunération au cachet. Je pense que c'est assez révélateur du malaise face à l'inadaptation du travail artistique dans notre système social. Deuxième règle que je voulais évoquer avec vous, c'est la règle du cumul entre les allocations de chômage et les droits d'auteur. C'est-à-dire que quand vous êtes un artiste, et tout particulièrement dans le secteur audiovisuel, une grande partie de vos revenus est constituée de droits d'auteur, que ce soit dans le cadre de la production, où vous avez des cessions de droits qui se font, ou dans la diffusion de votre documentaire par après, où énormément de diffusions sont rémunérées par le biais de cessions de droits d'auteur. Et donc, vous percevez beaucoup de droits d'auteur, mais si vous êtes au statut d'artiste, qui vous garantit par ailleurs, et c'est repris dans l'étude, ça n'a pas été évoqué, mais en tout cas, quand vous lisez l'étude, vous allez voir que plusieurs artistes reconnaissent que c'est quelque part quelque chose de très positif, ce statut, parce qu'il leur offre une certaine garantie et un certain revenu d'existence. Vous avez donc besoin d'une part de ce statut d'artiste, mais si vous gagnez de l'argent, on vous retire ce que vous avez perçu dans le cadre du statut d'artiste. C'est-à-dire que vous pouvez gagner des droits d'auteur, toucher des droits d'auteur, concomitamment avec des allocations de chômage, mais qu'à concurrence d'un plafond qui est, en 2019, de 4 446 € net. Ça veut dire que si vous dépassez 4 446 € net par an de droits d'auteur, eh bien, grosso modo, je ne rentre pas dans le calcul fin, mais vous devrez rembourser les allocations de chômage à concurrence du dépassement. Alors, je précise que c'est 4 446 € net. Ça peut aller très très vite quand on est projeté ou quand on est diffusé sur certains opérateurs. On les dépasse très très rapidement. Alors, je précise, et c'est quelque chose, là je mets un petit clignotant pour chacun d'entre vous qui est dans la situation. Il s'agit bien de 4 400 € net. Il y a des chiffres qui circulent dans le secteur en disant oui, en dessous de 8 000 €, on ne touchera pas à vos allocations de chômage. Attention, les 8 000 € correspondent à un montant brut avant déduction des frais forfaitaires. Donc quand vous avez des droits d'auteur, vous ne payez que 15% d'impôts, mais ces impôts sont payés sur le montant net, c'est-à-dire qu'on considère que pour générer des droits d'auteur, vous devez exposer des frais, et ces frais ne doivent pas être imposés. Et donc, il existe des possibilités pour éviter que les gens
gardent tous leurs petits tickets pour déduire leurs frais, il existe des possibilités de déduction forfaitaire de frais qui sont assez intéressantes en matière de droit d'auteur, puisqu'on considère que jusqu'à 16 000 €, la déduction forfaitaire dont vous pouvez bénéficier est de 50%. Ça veut dire que si vous gagnez 10 000 € de droit d'auteur, vous pouvez déduire 50% et vous ne serez taxé. Du coup, les 15% de taxes sur vos droits d'auteur ne seront appliqués que sur les 5 000 restants. Donc vous avez 5 000 € net après déduction, et puis c'est sur ce montant-là qu'on va payer les impôts que vous allez devoir. Pourquoi est-ce que j'attire votre attention là-dessus? Parce que j'ai pas mal de personnes qui avaient entendu que voilà, c'était 8 000 €, mais qui n'avaient pas procédé à la déduction. Et du coup, en réalité, leur montant brut est devenu du net puisqu'ils n'avaient pas procédé à la déduction, et leur dépassement était gigantesque, évidemment, puisqu'on était à 4 000 € de dépassement. Donc, quand vous déclarez vos droits d'auteur dans la déclaration fiscale, veillez bien soit à vous faire conseiller, c'est toujours utile, soit à bien vous assurer que vous avez procédé à la déduction forfaitaire. C'est une déduction qui est prévue par la loi, il n'y a rien de magouilleux là-dedans. Pourquoi est-ce que je dis rien de magouilleux? Parce que de toute façon, dans le secteur artistique, on est toujours dans le bricolage et le brol. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'étude. On est toujours en train de chipoter pour faire rentrer en réalité dans des cases légales des situations qui sont hors cases. Alors, je vais conclure par la petite réflexion suivante, c'est-à-dire que ce statut d'artiste, avec toutes les connotations négatives qu'il a, toutes les attaques qu'il subit de part et d'autre, que ce soit de la part des artistes, que ce soit de la part de l'ONEM, il a, je trouve, quand même le mérite d'exister et d'offrir cette sécurité d'existence aux créateurs et aux artistes, puisque même si on n'aime pas le vocable artiste partout, mais en tout cas, il offre une certaine sécurité d'existence. Je pense qu'il est quand même améliorable sur plusieurs points. Le premier point, c'est son accès. Il est extrêmement difficile, depuis une réforme qui est intervenue en 2014, il est extrêmement difficile aujourd'hui pour les jeunes artistes d'accéder à ce statut. En tout cas, les portes d'entrée, les conditions qui ont été mises à l'entrée de ce statut sont devenues extrêmement complexes. Une fois qu'on l'a, c'est extrêmement simple de le garder tout au long de sa carrière, mais l'accès est extrêmement complexe, et ça gagnerait à être simplifié. Je pense que dans son champ d'application, actuellement, il ne s'applique qu'aux personnes qui font des activités artistiques. La réalité, et les artistes sont un peu des précurseurs en matière de statut social, la réalité du travail dans le secteur artistique a tendance à se généraliser. C'était intéressant, je rappelle toujours cet exemple quand je fais des exposés, de voir que les cyclistes Uber et Deliveroo, là, qui font les livraisons de repas, sont, étaient en tout cas, parce que maintenant ça c'est en train de changer, mais étaient en tout cas tous assujettis à Smart, qui à la base est une société qui s'occupe de la situation des artistes. Donc c'est intéressant de voir que l'intermittence et la diversité des revenus et la déstructuration quelque part de notre modèle social est quelque part préfigurée par la réalité des artistes, et on gagnerait à étendre la lutte pour un bon statut à l'ensemble des travailleurs intermittents. Faire un statut du travailleur intermittent plutôt qu'un statut d'artiste, je pense que ce serait une piste intéressante à suivre. Et enfin, il reste, dans le troisième point améliorable, je pense qu'on pourrait repenser aussi la place des artistes dans notre architecture sociale. Ça ressort de l'étude, et c'est clairement une question qui revient souvent, c'est pourquoi est-ce que je dois être considéré comme étant au chômage? Est-ce que l'artiste a sa place dans la réglementation au chômage? Et je pense que un des points extrêmement litigieux sur le statut de l'artiste, pourquoi est-ce qu'ils sont systématiquement pointés du doigt quand on parle de chômage? C'est précisément parce qu'ils sont dans le chômage. Pourquoi? Parce que le statut d'artiste est quelque part une aide à la création en Belgique. C'est-à-dire que beaucoup d'artistes ne pourraient pas créer, ne pourraient pas survivre s'ils n'avaient pas ce statut au chômage. Or, la culture et la création, dans notre lasagne institutionnelle, relèvent de la communauté française. Et le chômage est un financement qui vient du fédéral. Et donc, ça fait toujours extrêmement grincer des dents, particulièrement sur les bancs flamands du Parlement fédéral, de savoir que les aides fédérales, les aides qui sont dévolues au chômage, sont quelque part utilisées pour pallier au manque de financement que la communauté française peut offrir
à sa population d'artistes. Et donc, le fait de sortir les artistes dans l'architecture sociale du chômage et de les placer d'une manière X ou Y, je n'ai pas de solution toute faite, malheureusement, sur la question, permettrait d'avoir peut-être une considération et une réflexion plus concrète et pas uniquement financière sur la manière dont les artistes sont encouragés en Belgique. Et je pense que j'ai respecté mon temps de parole. Voilà. Voilà, commençons alors par les bases. Alors, à la SABAM, évidemment, la réclamation, la perception des droits d'auteur qu'on va faire via une licence auprès d'un site internet, etc., est basée sur le répertoire qu'on représente. Et c'est la même chose, évidemment, pour les sociétés sœurs. J'ai mis en remarque aussi que le répertoire des plus gros éditeurs a été retiré pour le territoire belge, donc EMI, Sony, Universal par exemple. On constate surtout que ce sont les anglo-saxons principalement. On voit aussi que le répertoire de la plupart des sociétés d'auteurs sœurs a été retiré, c'est-à-dire, c'est ce que je disais précédemment, que la SACEM par exemple va, au niveau de la France, percevoir uniquement pour ses membres à travers soit du multiterritorial, soit via son propre pays, en fonction des contrats qu'elle a signés aussi avec les différentes licences Internet. Donc, au niveau de la SABAM, c'est pareil. Donc, chaque société d'auteur, vous l'aurez compris, gère donc son propre répertoire pour la Belgique, pour l'étranger, etc., puisque l'Internet n'a pas de frontières. Alors, ici, j'ai classifié en 3 grosses catégories les différents systèmes licences Internet. On a, en fait, en décroissant, de ce qui rapporte le plus à ce qui rapporte le moins, finalement, sur Internet. Donc, on a le pièce par pièce. Hein, vous connaissez certainement, le téléchargement iTunes ou via Microsoft. Donc, iTunes, on peut télécharger des musiques, mais on sait télécharger aussi des vidéos. Et donc, finalement, vu qu'on télécharge un fichier, la quote-part destinée aux droits d'auteur est plus importante que pour les 2 autres qui sont cités en dessous, c'est-à-dire l'abonnement, la SVOD qu'on appelle ça. Donc l'abonnement, Netflix, Spotify, tout ça, ce sont des abonnements. Donc là, plus il y a des gens qui s'abonnent, évidemment, plus il y a de droits d'auteur à répartir. Mais si on fait de la proportion, c'est un peu moins que le point 1, le pièce par pièce. Enfin, en point 3, on a le gratuit. Là, c'est ce qui est utilisé par presque tout le monde, hein, YouTube, Facebook. Et là, le financement des droits d'auteur, on prend une quote-part sur la publicité, quoi. C'est une perception sur base des publicités des sites en question. Voilà. Alors, j'ai pas passé... Non, c'était bien la suite. Alors, on a, pour commencer, j'ai aussi distingué la Catch-up TV. Hein. Je prends l'exemple d'Ovio, RTBF Ovio, qui marche très bien pour l'instant, ou VRT-NU. La Catch-up TV, la SABAM, annuellement, a un forfait, hein, fait des négociations avec la RTBF, et a un certain montant annuel pour toutes les diffusions télé, radio, et c'est compris en général dans le forfait global que paye la RTB et la VRT. Donc la Catch-up TV, les rediffusions, les clics, etc., ne vont pas être payés davantage à la SABAM parce que ça fait partie du package qu'on a négocié au préalable pour les chaînes analogiques RTBF. Mais par contre, le contenu exclusif, donc les web-séries exclusives qu'on ne voit que sur Ovio, ou les films que sur Ovio, là, il y aura une perception et une répartition supplémentaire pour les auteurs. Donc, en résumé, il faut évidemment bien déclarer les œuvres, plus les signaler à la SABAM, qu'on ait une diffusion, par exemple, sur Ovio d'un contenu exclusif, ça paraît un peu évident. Donc là, la répartition annuelle, j'ai mis, est en octobre. On parlait de la Catch-up TV, maintenant c'est un peu similaire avec la Catch-up radio. Hein. Les réclamations, les perceptions, je le rappelle, hein, sont basées sur le répertoire qu'on représente. Les perceptions, elles sont de nouveau comprises dans le forfait qu'on signe avec toutes les chaînes radio, hein, de Belgique. On parlait de la RTB tout à l'heure, mais il y a aussi le groupe Contact, Pure FM, Pure FM c'est RTBF, mais plutôt Nostalgie, etc. Donc la répartition, si jamais ces radios-là mettent du contenu sur leur chaîne, il n'est pas payé non plus, sauf
s'il est inédit. Donc notamment pour les podcasts inédits, il y a un tarif supplémentaire, ainsi que pour le simulcast. Donc c'est aussi régulièrement du contenu inédit, mais plutôt live dans ce cas de figure. Voilà. Ça, c'était le point 1, c'est-à-dire la catch-up TV. Maintenant, on va passer au streaming. J'ai pris 2 grands exemples au niveau de la perception. On a YouTube et Facebook. Regardez un petit peu le montant. YouTube, quand on voit ce que ça fait en termes de répartition, je ne parle pas de contrat, mais de répartition par clic, ça fait un peu mal. Donc c'est 0,000, donc 40,3 cents par clic pour l'œuvre dans son entièreté. Donc ça comprend le scénariste-réalisateur, mais aussi le compositeur de la musique de film. Et à cela, vous retirez encore la commission que prend la SABAM. Donc autant vous dire que c'est pas... On aimerait bien que ça évolue favorablement. Et au niveau Facebook, pareil, c'est depuis seulement 2018 qu'on a une perception pour la musique, pour l'audiovisuel. Donc on n'a pas encore finalisé tout à fait les répartitions, on verra ce que ça donnera. Là, j'attire aussi votre attention sur l'embed content, qui est lié au site d'origine. C'est-à-dire sur Facebook, quand on voit des vidéos, généralement elles proviennent de YouTube ou d'autres plateformes comme ça. Donc la comptabilisation se fait sur YouTube et pas sur Facebook. Donc quand on a un clic d'une vidéo YouTube sur Facebook, c'est comptabilisé comme un clic YouTube. Voilà. Alors, pour prendre les autres exemples de sites, Spotify, Deezer, Netflix, ils font de la gestion et de la perception. On a une contrat de répartition et de perception pour la musique et pour l'audiovisuel, forcément. Pas pour Spotify parce qu'il n'y a que de la musique. Deezer aussi, mais Netflix, il y a de l'audiovisuel. Google Play, il y a le mode téléchargement, mais aussi le mode streaming. iTunes, pareil, il y a moyen de télécharger. Ou maintenant, il y a aussi Apple Music Streaming. Donc, ils ont un service VOD. Donc, il y a et pour ceux-là qui ont les deux combinés, et il y a un tarif VOD, et en plus un tarif streaming, qui généralement est par abonnement, comme je le disais dans mon premier slide de tout à l'heure. Voilà. On est toujours dans la fin des bases. Pour la répartition, pour la musique, c'est assez simple, puisque le matching est automatique. Le matching, ça veut dire quoi? Ça veut dire la reconnaissance des titres musicaux qui passent sur YouTube, etc. On reçoit des fichiers annuellement et on a tous les détails très techniques à la seconde près de quelle musique a été utilisée. Ça fait penser un petit peu à Shazam aussi, que vous connaissez certainement. C'est le fingerprinting qui est de plus en plus utilisé, qui permet de détecter vraiment plus facilement quelles musiques ont été utilisées. Et c'est mieux qu'à l'époque, ça c'est une belle avancée, puisqu'avant, je prends l'exemple d'un DJ qui mettait de la musique dans une boîte de nuit, on n'avait pas ce numérique, on n'avait pas cette durée précise de diffusion. Ici, maintenant, on l'a avec tous les fichiers qu'on reçoit très précis. Pour l'audiovisuel, par contre, il y a un tel contenu et parfois un contenu qui ne doit pas générer de droits d'auteur, puisque c'est parfois pas un contenu d'auteur. Donc là, le matching est manuel. Donc, c'est-à-dire que, de nouveau, il faut bien déclarer les œuvres audiovisuelles et signaler à la SABAM qu'on a un contenu, je sais pas moi, réalisation d'un clip, scénario d'un clip ou même une partie de film, que sais-je, une publicité qui passe sur YouTube, par exemple. Voilà, alors je mets à titre d'info que les répartitions sont annuelles en octobre et décembre pour Netflix parce ils mettent plus de temps pour qu'on obtienne les fichiers. Voilà, alors la troisième et dernière grande catégorie, ce sont les sites internet personnels. Donc j'ai mis entre parenthèses La Poste, ASBL, Proximus, tous ces sites, vous faites une ASBL, vous avez votre site, vous mettez du contenu vidéo et musical. Tiens, comment ça se passe? Les perceptions sont liées évidemment à un tarif SABAM que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc c'est avant tout le tarif musique qui est très utilisé, puisque c'est souvent des musiques qui sont mises. Et évidemment, le tarif fluctue en fonction de la musique utilisée sur le site. Il y a, pour anecdote, pas de perception pour les trailers de films. C'est considéré à vision promotionnelle. Par contre, le tarif audiovisuel est rarement utilisé, contrairement à celui de musique. Pourquoi? Encore une fois, parce que généralement, à l'heure actuelle, quand on met un contenu vidéo sur un site personnel, en général, ça vient de YouTube, ça vient de tous ces hébergeurs que vous utilisez habituellement. Donc, de nouveau, tout ce qui est clic est un clic YouTube, un clic Dailymotion, un clic Vimeo, etc. Et donc, après, pour ces sites individuels personnels,
La répartition se fait en fonction, évidemment, annuellement des playlists rendues par les sites Internet en question. Donc au moment où on fait la perception, on leur demande aussi de remettre leur playlist. Voilà, maintenant on va passer au contrat. Vous voyez, je ne sais pas si on voit tout, mais voilà, on a tous les contrats. Et vous voyez que c'est très récent hein, dans la colonne de droite. On a des contrats depuis 2017, 2012, 2014. Tout en bas, on a YouTube depuis 2014, multiterritoire. Voilà, bon, plein de services, parfois que personnellement je ne connais pas, mais voilà, on a Facebook, on a Google Play, iTunes. Donc tout ça est consultable. Vous pouvez appeler à la SABAM une personne du service des contrats. Elle pourra vous renseigner à propos de cela. Quelques remarques sur les perceptions et répartitions. Là, j'avais mis en avant perception individuelle 1.1 en répartition. C'est-à-dire qu'un euro qui est perçu pour une œuvre est égal à 1 euro en répartition pour cette même œuvre, moins la commission. Donc, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y a des difficultés à faire des réserves. Il n'y a pas de réserve pour les œuvres non matchées, c'est-à-dire pas de réserve pour les déclarations tardives, etc. Donc, tout ce qui est perçu est réparti d'office. Donc, il s'agit d'être bien quand même en temps et en heure à ce niveau-là pour bien déclarer ces œuvres, je me dis, avant l'exécution en ligne afin d'obtenir les droits si possible. Voilà, là, dans le même cas de figure, dans la continuité, les signalisations. Pour nos auteurs musicaux, c'est difficile, voire impossible, de leur demander d'envoyer des signalisations sur toutes les œuvres musicales qui sont sur YouTube. Tant on a aussi des accords de réciprocité avec l'international pour la musique, etc. Donc là, c'est de nouveau le fingerprinting dont je parlais tout à l'heure qui va nous permettre d'avoir des données musicales très complètes. Et par contre, pour l'audiovisuel, nous envoyons régulièrement des mailings en disant, voilà, à nos auteurs, si vous êtes diffusés sur YouTube, Facebook, etc., Netflix, enfin, Netflix c'est un peu moins nécessaire, mais veuillez nous envoyer des signalisations que vous avez été diffusés, ce qui nous permettra après de matcher avec la déclaration d'œuvre et puis répartir les droits. Alors, le jargon, je ne vais peut-être pas tout détailler, mais je vais vous laisser regarder un petit peu, DSP, Digital Service Provider, et ainsi de suite. Le Safe Harbor, par exemple, c'est intéressant, c'est le principe américain selon lequel aucun paiement ne devrait être effectué pour un répertoire protégé par le droit d'auteur s'il n'est pas mis en ligne par le fournisseur lui-même. C'est assez interpellant aussi. Vous voyez toutes ces interprétations. Voilà. De toute façon, je pense que j'enverrai à M. Jespers le PowerPoint qui sera mis en ligne, je crois, sur le site du festival, donc vous pourrez relire. Ah, de l'ASBL, sur le site de l'ASBL, autant pour moi. Alors, article 13, on ne va pas s'épancher trop là-dessus puisqu'on n'a pas le temps, mais enfin, la directive sur le droit d'auteur a été adoptée hier en plénière au Parlement européen. Voilà. Et donc, normalement, chaque État membre de l'Europe doit maintenant légiférer pour pouvoir se mettre d'accord et obtenir des droits d'auteur pour les perceptions, répartitions Internet. Donc, bon, voilà, les différentes plateformes seront amenées à coopérer de bonne foi. Je peux peut-être ajouter que normalement, quand on s'adresse à ces multinationales, qu'on tente de faire un accord sur des perceptions et des répartitions, ça se fait au sein de Harmonia. Et Harmonia, c'est un ensemble de sociétés d'auteurs qui, pour être plus puissants, plus forts, pour négocier avec YouTube et toutes ces multinationales, on se met ensemble. Alors, il y en a une, généralement, souvent lancée par la SACEM, qui fait des accords. Et alors, les autres sociétés d'auteurs derrière, les sociétés sœurs, qu'on les appelle, valident ces accords. Et alors, on adopte un tarif grâce à ça, quoi. Et voilà, peut-être un petit mot là, c'est parce qu'on m'a dit hier aussi que les GAFAM, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Mais vous voyez, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Voilà. Historiquement. Bien. Oui, la conclusion de cela, c'est de rendre ces sites Internet responsables de leur contenu et qu'ils payent un prix raisonnable et qu'ils fassent comme n'importe quelle autre chaîne de télé, par exemple,
qu'elle passe par les sociétés de gestion collective et que celle-ci s'assure à ce que les droits d'auteur puissent être versés sur le compte des ayants droit. À titre d'exemple, oui, c'est important de le signaler, c'est vrai. À titre d'exemple, Google a fait un bénéfice de 30 milliards en 2018. Donc je pense qu'ils peuvent quand même mettre une quote-part de leurs bénéfices, pas de leur chiffre d'affaires, de leurs bénéfices pour les droits d'auteur. Voilà. Alors, vous voyez, quelques petits exemples en 2014, 2015 et 2016. Ce ne sont pas, de nouveau, les accords, les tarifs que l'on a avec YouTube, Spotify, etc., qui sont confidentiels, mais c'est le fruit d'une répartition par clic. Voilà. Voilà. Là, je reviens en arrière, 14, 15, 16. Encore une fois, vous pourrez voir sur le PowerPoint sur le site de l'ASBL. Voilà le graphique. Oui, écoutez, je ne connais pas vraiment la raison, mais... Voilà. Voilà, je vais laisser un petit peu de temps s'il y a d'éventuelles questions. Bonjour, donc moi je m'appelle Sophie Marchal, alors j'ai la super tâche de passer en dernier, j'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie pour m'écouter. Donc on m'a dit, Sophie tu dois parler très brièvement, ce qui est un peu impossible, mais bon, des contrats audiovisuels et des principes de rémunération pour les documentaristes. Donc puisqu'à la SCAM on a en effet dans notre répertoire les œuvres documentaires, et que je suis juriste là-bas, donc je suis amenée à négocier tous les jours des contrats entre des auteurs et des producteurs concernant ce type d'œuvre. Je vais vous montrer des slides qui sont beaucoup trop exhaustifs par rapport au temps que j'ai, donc je vais passer certaines choses, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez le slide complet après sur le site donc, de l'ASBL, et je serai là pour répondre à vos questions après si vous avez des questions plus précises. Voilà. Donc, première chose que je pense qu'il est important de vous rappeler, c'est, OK, on parle de contrat audiovisuel, mais qui sont les auteurs audiovisuels? C'est un peu théorique, mais c'est quand même très, très crucial. La loi prévoit que, outre le réalisateur principal, qui a la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle, eh bien, c'est l'auteur du scénario, le réalisateur, l'auteur de l'adaptation, l'auteur des textes, l'auteur graphique, si on est dans, par exemple, une œuvre d'animation, ou l'auteur des compositions musicales. Un autre élément très important qu'il faut avoir en tête lorsqu'on négocie un contrat et qu'on est réalisateur, c'est que l'œuvre audiovisuelle va être réputée achevée lorsque la version définitive sera établie de commun accord entre le réalisateur principal et le producteur. Donc vous avez droit en tant que réalisateur de ne pas accepter que votre producteur vous impose des modifications sur la version définitive. Il faut absolument que celle-ci fasse l'objet d'un accord. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait si on ne trouve pas un accord? Ça, on en parlera juste un petit peu après. Il y a aussi un principe très, très, très important. Si vous ne retenez qu'une chose de mon exposé, c'est ça. C'est que pour les œuvres audiovisuelles en Belgique, il y a un principe de présomption de cession des droits en faveur du producteur de l'œuvre audiovisuelle. Ça veut dire quoi, ce grand principe? Ça veut dire que sauf si c'est prévu contrairement dans un contrat, les auteurs de l'œuvre audiovisuelle sont censés avoir cédé aux producteurs tous leurs droits d'exploitation sur l'œuvre. Ce qui rend évidemment hyper important le fait de conclure un contrat entre l'auteur, qu'il soit scénariste ou réalisateur, et le producteur, pour justement se protéger en tant qu'auteur sur les droits qu'on cède et les droits qu'on garde, et surtout quel est le prix, quelle est la rémunération que je vais avoir en contrepartie de la cession de mes droits. S'il n'y a pas de contrat, ça veut dire que vous êtes censé avoir tout cédé à titre gratuit. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très connu pour les œuvres audiovisuelles, mais qui est très important. Et voilà pourquoi on dit toujours il faut un contrat, parce que sinon, vous n'êtes pas du tout protégé, en fait. Alors, quelque chose qui est très important aussi lorsque vous négociez un contrat, c'est le fait que en cas de doute quant à la portée d'un contrat ou une clause, vous devez savoir que l'autorisation est toujours interprétée restrictivement, je vais y arriver, en faveur de l'auteur. Donc, ce qui n'est pas expressément cédé dans le contrat reste votre propriété. Donc ça, c'est un principe très important également. Désolée, je vais un peu vite, mais s'il y a des questions, je répondrai plus précisément après. Ah ouais, voilà, je suis très mauvaise en PowerPoint.
Un autre gros principe, il y a certaines mentions qui sont obligatoires dans un contrat sous peine de rendre celui-ci nul, et ça c'est aussi important que vous le sachiez quand vous négociez un contrat. Chaque droit que vous cédez, chaque mode d'exploitation que vous cédez sur votre œuvre doit être prévu dans le contrat. C'est-à-dire que on ne peut pas juste dire mais voilà, je cède le droit d'exploiter mon film. Non, il faut qu'il soit prévu, je cède le droit d'exploiter au cinéma ou en VOD, ou de faire du merchandising avec ce film ou avec les personnages de ce film. Donc on doit détailler chaque mode d'exploitation qui est cédé, et la loi impose que pour chaque mode d'exploitation, il soit prévu la rémunération que vous allez toucher, la durée donc pour laquelle vous êtes d'accord de donner votre autorisation pour l'utilisation de l'œuvre, et l'étendue territoriale donc pour laquelle ce droit est cédé. Ce qui veut dire que ce principe rend nul des clauses que vous pourriez voir dans le contrat qui dit par exemple l'auteur cède tous ses droits d'auteur par le présent contrat. Ça, il faut savoir que vous pouvez même le laisser dans le contrat, c'est nul. Donc ça ne vous portera jamais à préjudice, c'est comme si vous ne cédez rien. Une autre clause qui est nulle par ce principe même du fait qu'il faut expressément prévoir tous les droits cédés, c'est la clause qui dit l'auteur cède son droit de reproduction pour tous les modes d'exploitation possibles ou même pour des formes d'exploitation encore inconnues. Ça, de nouveau, c'est une clause qui n'a pas de valeur juridique selon le droit belge, les principes de droit belge de droit d'auteur. La loi prévoit aussi, en faveur de l'auteur, une obligation d'exploitation pour le producteur. Ça veut dire que celui-ci est toujours tenu d'exploiter l'œuvre conformément aux usages honnêtes. Ça veut dire qu'ils doivent absolument essayer de trouver la meilleure exploitation possible de votre œuvre, donner le rayonnement le plus grand possible, trouver un diffuseur, des distributeurs, des gens, donc faire vivre l'œuvre selon les usages honnêtes, et vous payer une rémunération qui est proportionnelle aux recettes. Ça aussi, c'est la deuxième chose que vous pouvez retenir dans mon exposé, c'est que il faut absolument veiller à ce que votre rémunération soit un intéressement par rapport aux recettes d'exploitation que produira l'œuvre. Voilà. Donc je reviens donc sur ce principe. Ah oui, un autre principe qui est prévu, c'est que les auteurs de l'œuvre audiovisuelle ont droit à une rémunération donc distincte pour chaque mode d'exploitation, et comme je l'ai déjà dit, elle doit être proportionnelle aux recettes pour éviter que vous cédiez vos droits pour un forfait ridicule qui ne correspond pas à la réalité du succès qu'aurait pu avoir l'œuvre par après. Voilà. Alors, voilà ici exposer les trois grands contrats auxquels vous pourriez être amené à avoir affaire dans votre vie de documentariste. Le contrat d'auteur, scénariste et ou réalisateur qui va être conclu donc, entre l'auteur et le producteur. Si un jour vous êtes amené à être producteur par vous-même, ça peut arriver aussi, donc vous allez être confronté à des contrats de coproduction. Et alors, très important aussi, les contrats de collaboration entre auteurs, donc entre scénaristes ou entre réalisateurs, dont j'aurais malheureusement pas le temps de parler aujourd'hui, mais si vous avez des questions là-dessus, je peux y répondre en aparté. Ce sont des contrats qu'on favorise, surtout à la SCAM. On se rend compte qu'il y a beaucoup de conflits lorsque des scénaristes décident de travailler ensemble ou les réalisateurs décident de travailler ensemble. Et donc, c'est important en amont, au début de la collaboration, de prévoir qui fait quoi, comment on se répartit le travail, comment on se répartit les rémunérations, qu'est-ce qui se passe s'il y a une divergence de point de vue sur l'œuvre, comment est-ce qu'on tranche ça, et qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui quitte le navire, comment l'autre peut éventuellement continuer à faire vivre l'œuvre. Donc, en gros, ces questions-là sont toujours réglées, doivent être réglées idéalement par un contrat de collaboration entre auteurs, dont vous trouvez des modèles sur notre site et qu'on vous encourage énormément à signer très, très, très en amont du projet. Donc, j'aurai malheureusement le temps de parler que du contrat de scénariste et réalisateur. Et donc, voici les 4 premiers points. Et pour parler du tout premier point qui me semble important, donc quelle est la contribution de l'auteur-scénariste ? Une des choses qui doit être prévue donc, au niveau du scénario, c'est comment est-ce qu'on s'y prend pour établir la version définitive du scénario de commun accord entre le scénariste et le producteur, et qu'est-ce qu'on prévoit comme solution dans le contrat. C'est très important de le prévoir dans le contrat si on n'y arrive pas. Alors, est-ce que c'est un tiers qui tranche ? Est-ce qu'on fait une médiation ? Est-ce qu'on prend l'avis d'un expert ? Est-ce qu'on décide déjà en amont que ce sera le producteur qui va
trancher ou plutôt le scénariste. Donc ça, c'est des choses qui doivent être prévues dans le contrat. De même qu'on favorise, on se bat souvent à la SCAM aussi pour que soit prévu dans le contrat un calendrier de développement du scénario jusqu'à sa version définitive. Pour ce qui est de la réalisation, ici, je listais quelles étaient les contributions du réalisateur. Ça semble un peu tomber sous le sens, mais c'est important aussi de le rappeler dans le contrat. Et puis, donc, toujours rappeler aussi, parce que la loi le prévoit, que l'œuvre audiovisuelle doit être, qui est achevée doit être déterminée de commun accord entre le réalisateur et le producteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aucune modification du montage définitif ne peut se faire sans l'accord préalable et écrit du réalisateur. Et de nouveau, qu'est-ce qui se passe si on n'est pas d'accord ? Il faut prévoir un mode échappatoire dans le contrat. De même, les bandes annonces sont réalisées de commun accord entre le producteur et le réalisateur. Et c'est très important à savoir pour les réalisateurs dans la salle, contrairement aux scénaristes qui, eux, peuvent être payés 100% en droit d'auteur pour l'écriture d'un scénario documentaire, les réalisateurs, eux, que ce soit, d'ailleurs c'est la même chose pour la fiction aussi, en Belgique, un réalisateur doit toujours avoir un contrat de réalisateur technicien à côté de son contrat d'auteur. Donc ça veut dire qu'une partie de sa rémunération sera payée en vertu du contrat d'auteur par de la rémunération de droits d'auteur, donc soumis à un impôt fiscal assez intéressant, pardon. Et à côté, il y a un contrat salarié ou un contrat d'indépendant qui doit être signé et qui, lui, constitue du revenu professionnel. Alors, j'ai listé, mais à titre indicatif, quelles sont les obligations du producteur, en sachant que la principale obligation d'un producteur, et ça doit être rappelé dans le contrat, c'est de trouver le financement et d'assurer que le film vive, et donc d'assurer non seulement que le film puisse être fabriqué en ayant réussi à trouver le financement, d'assurer après l'exploitation, donc la distribution, la diffusion, et d'assurer une promotion la plus large possible à l'œuvre pour que l'œuvre ait la plus grande possibilité de rencontrer un succès. J'ai ici marqué à titre indicatif, et vous le verrez quand vous pourrez voir les slides sur le site, la différence entre un producteur délégué et exécutif, mais ça c'est pour plus à titre d'information. Voilà, alors je viens ici un petit peu au centre du sujet de ce que doit prévoir le contrat d'auteur, scénariste et réalisateur. Eh bien, c'est l'étendue de la cession de droit. Donc, qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous avez envie de garder, qu'est-ce que vous avez envie de donner ? Eh bien, d'abord, il faut prévoir si la cession de droit, elle est souvent exclusive, mais il faut quand même le prévoir dans le contrat. Et puis, il faut lister, donc de façon exhaustive, tout ce que vous donnez comme droit. Donc, souvent, pour pouvoir faire un film, le producteur, il a besoin des exploitations primaires, donc le droit de reproduire, d'enregistrer le film sur un support, de pouvoir l'éditer, de pouvoir le communiquer au public, que ce soit au cinéma, que ce soit en télédiffusion. On a parlé VOD, catch-up, TV, tous les modes actuels qui se développent de plus en plus aussi de transmission sur Internet. Donc ça, c'est assez normal que ce genre de droit se retrouve dans le contrat, de même que les exploitations secondaires, donc diffusion sous forme d'extrait, diffusion festival ou sous forme de making-of. Par contre, ce qu'on tente de limiter dans la cession de droits par rapport à des producteurs qui sont justement, eux, assez gourmands et qui veulent obtenir tous les droits possibles et imaginaires sur l'œuvre, lorsque j'écris limite de la cession, c'est ce que, à notre sens, un conseiller en droit d'auteur qui protège les auteurs doit essayer d'éviter de céder dans un premier temps aux producteurs. Ce sont, donc, je l'ai mis en jaune, les exploitations dérivées, donc tout ce qui n'est pas exploitation audiovisuelle, et tout ce qui est autre forme, exploitation sur d'autres formes audiovisuelles que l'œuvre documentaire en tant que telle ou fiction en tant que telle. Donc, garder tout ce qui est droit de remake, préquel, séquel, donc tout ce qui est droit de suite ou d'exploitation multimédia ou des choses, en tout cas, qui sortent du cadre général de diffusion de l'œuvre. Le droit moral de l'auteur, sachez-le, vous est toujours aussi préservé. Ça veut dire que c'est impossible pour vous de céder totalement vos droits moraux au respect de l'intégrité de l'œuvre. Donc, c'est-à-dire que le producteur ne peut pas faire n'importe quoi avec votre œuvre. Et puis, je termine en disant qu'une grosse limite, évidemment, à la cession de droit, c'est la gestion collective dont a parlé François juste avant. C'est-à-dire qu'en effet, lorsque vous adhérez à une société de gestion de droit d'auteur, vous nous mandatez pour aller négocier en votre nom avec des chaînes de TV, avec YouTube, avec les GAFAM, etc., pour qu'on puisse aller percevoir l'argent en votre nom et la répartir.
partir. Et ça, évidemment, doit aussi être prévu dans le contrat. Ça constitue une limite à votre session. Donc la durée et l'étendue doivent toujours être prévues, de même qu'un délai d'exploitation de l'œuvre, on considère que c'est assez normal, que si par exemple votre œuvre n'est pas commercialement rendue publique dans les 5 ans où vous avez signé le contrat, vous avez la capacité de récupérer vos droits parce que vos producteurs tout simplement n'a pas bien fait son travail, il n'a pas trouvé de diffuseur dans un délai de 5 ans, et donc c'est intéressant de prévoir dans le contrat qu'après cette date-là, vous avez la possibilité de récupérer vos droits pour aller faire vivre l'œuvre ailleurs auprès d'un autre producteur. Et alors voilà, ici le nerf de la guerre, évidemment, c'est la clause de rémunération. Alors donc, vous avez certainement peut-être déjà tous sollicité une aide à l'écriture ou une aide au développement. L'aide à l'écriture, il faut savoir que normalement, même si elle est perçue via des chemins détournés par le producteur, elle doit revenir intégralement à l'auteur, de même que normalement une partie de l'aide au développement revient toujours à l'auteur pour l'écriture de son œuvre, de son documentaire. Et à côté de cette aide à l'écriture, il y a la rémunération, donc est aussi prévu dans le contrat la rémunération relative précisément à la cession de droit. Alors il y a 2 types de rémunération. Ce qu'on appelle un minimum garanti, c'est une avance qui est très important à négocier dès la signature du contrat, parce que c'est un peu avec ça que vous allez survivre pendant toute la période dans laquelle vous allez créer votre œuvre. Et quand on voit les barèmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'instant, pour un documentaire, quand on a bien vu l'économie du documentaire et les budgets qui ne sont pas toujours très importants pour faire un documentaire au jour d'aujourd'hui, on peut aller, donc, comme minimum garanti, vous pouvez demander jusqu'à 10% du budget de production du documentaire, donc sous forme d'une avance qui vous est octroyée dès la signature. Et à côté de ça, il y a bien sûr ce dont j'ai parlé depuis le début, une rémunération proportionnelle auquel vous avez droit, qui est un intéressement aux recettes sur tous les droits que vous avez cédés et donc sur les recettes d'exploitation que viendra à générer le film. Et donc j'ai mis aussi à côté de ça donc la rémunération que nous société de gestion on vous paye, qui est complètement indépendante. On vous paye pourquoi? Pour la télédiffusion de votre œuvre. À partir du moment où vous adhérez à la SCAM par exemple, on vous paye pour la télédiffusion, pour la retransmission par câble, pour certaines éditions DVD, et évidemment pour la copie privée et pour le prêt public. Donc c'est important. Dans certains cas, la loi impose d'être membre d'une société de gestion. C'est pas absolument parce qu'on veut se rendre indispensable, mais c'est parce que la loi impose de passer par nous pour percevoir certaines rémunérations, comme par exemple la retransmission par câble, la copie privée et le prêt public. Voilà, alors je pensais que j'aurais pas assez de temps, mais ça va quand même. Une autre clause super importante à prévoir dans les contrats, c'est ce nom un peu savant qui s'appelle reddition des comptes, en fait. Qui est une cause qui vous permet d'avoir une transparence entre vous et votre producteur sur les recettes réelles qu'a procuré l'œuvre. Et donc, ces comptes doivent être communiqués, arrêtés une fois par an, envoyés à l'auteur, détaillés pour chaque type d'exploitation, donc DVD par exemple, VOD, qui a fait l'objet d'une session. Et l'auteur doit avoir un droit d'audit au cas où il y aurait une suspicion quant à la non-véracité des chiffres qui lui sont communiqués par son producteur. Il peut aller auditer. En tout cas, on essaye de faire en sorte que dans les contrats, il y ait une clause qui permette à l'auteur d'aller auditer les comptes de son producteur. Une mention qui paraît couler de soi, mais qui est quand même très importante aussi de prévoir dans un contrat, c'est le fait qu'évidemment doivent toujours être mentionnés le nom du scénariste et du réalisateur au générique de fin comme au générique de début, et aussi dans toute la publicité relative au film. Alors, j'ai encore 2 minutes. Voilà, juste voilà, c'est cool, comme ça je peux vous parler de la collaboration avec une tierce personne, donc j'en ai parlé vite tantôt, mais c'est important lorsqu'on travaille, vraiment on le voit tous les jours à la SCAM, on fait aussi des médiations entre co-auteurs lorsqu'il y a des soucis qui arrivent en cours de création, en cours de réalisation. C'est important lorsqu'on travaille avec d'autres artistes, même si au début vous entendez super bien, c'est vos super potes, créer une œuvre c'est pas facile, et donc en cours de travail il peut y avoir des petits couacs, et donc c'est important de
prévoir dans un contrat de collaboration qui assure la direction artistique, tant au niveau du scénario que de la réalisation. Comment est-ce qu'on se répartit les rémunérations, à la fois celles qui sont payées par le producteur, mais celles qui viennent aussi des sociétés de gestion, puisque quand vous créez une œuvre à plusieurs, vous allez devoir remplir un bulletin de déclaration auprès d'une société de gestion. Il faut un accord de tous sur la clé de répartition, sinon les droits sont bloqués. Donc très important aussi de prévoir ça dans vos contrats de collaboration. Donc répartition des tâches, méthodologie de collaboration, les mentions, la clé de répartition, comment est-ce qu'on résout les divergences si on n'est pas d'accord sur la version finale ou même en cours de travail d'élaboration d'un scénario, qui tranche, comment est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui quitte le navire. Juste alors, une clause que je trouve vraiment indispensable aussi à mettre dans un contrat lorsque vous négociez avec un producteur et qui vous donne un super pouvoir de négociation pour l'obliger à exécuter ses obligations, parce que souvent, lorsqu'on est un auteur, on est dans une position d'infériorité par un producteur qui, lui, a l'argent, a réussi à rassembler un financement. On est un peu précarisé, dans une situation de précarité, pardon. Et donc, important de prévoir une clause de résiliation générale, ici que j'ai mis en rouge. C'est quoi? C'est juste une clause qui paraît toute simple et qui dit que si une des parties dans le contrat n'exécute pas l'ensemble de ses obligations, alors l'autre partie peut la mettre en demeure de le faire, et que si dans les 60 jours, l'autre partie n'a pas exécuté, ne s'est pas mis en ordre, alors le contrat est résolu de plein droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que si votre producteur ne vous paye pas, vous le mettez en demeure de le faire, et 60 jours après, si vous n'avez toujours pas payé, alors le contrat est résolu. Ça veut dire qu'il perd tous vos droits, ça veut dire qu'il ne peut plus exploiter, ça veut dire qu'il doit retirer le film de l'affiche, ça veut dire que toute l'exploitation DVD, quoi que ce soit, est finie. Donc pour vous, c'est un super moyen de pression pour faire en sorte que le producteur exécute ses obligations. Je termine en disant que au service juridique de la SCAM, on est là pour vous aider, évidemment, et pour vous aider à négocier pour vous ces contrats, parce qu'on se rend compte qu'évidemment, c'est très technique. Et là, j'ai essayé de vous donner quelques tips en 15 minutes, c'est presque impossible, mais pour éclairer certains réflexes chez vous. Mais donc, nous, on négocie gratuitement pour tous nos auteurs les contrats. On donne des conseils fiscaux et sociaux. Et donc, j'ai fait un peu la liste de comment on peut vous aider dans le lyrique qui est les relations entre producteurs et auteurs. Voilà. Et je vous ai mis mon adresse email au cas où vous auriez d'autres questions. Voilà.